Derrière les plus grands tubes du rock'n'roll, il y a souvent des histoires incroyables, de génie, de collaboration, mais aussi, parfois, des conflits vraiment amers. Aujourd'hui, on va plonger dans une de ces histoires, celle d'un musicien qui a aidé à forger un son connu dans le monde entier, mais dont le nom, lui, est resté dans l'ombre. Cette citation, elle vient d'une revue de droit, et elle résume tout. C'est incroyable de se dire que pour des chansons nées à la même époque, avec des problèmes de droits d'auteur très similaires, la justice peut rendre des verdicts complètement opposés. Pour certains, c'est la fortune assurée, pour d'autres, c'est juste le regret. C'est un peu comme jouer à pile ou face. C'est la grande question qui va nous guider. C'est une histoire de musique, bien sûr, mais c'est aussi une histoire de justice, de mémoire, et de ce qui arrive quand le temps qui passe se heurte à la vérité de la création. Alors, comment est-ce que c'est seulement possible ? Pour bien comprendre, on va se pencher sur une affaire vraiment emblématique. Une affaire qui met en scène deux géants de la musique. D'un côté, un pianiste de génie. Et de l'autre, un des pionniers indiscutables du rock. Alors voilà, l'affaire éclate en l'an 2000, soit des dizaines d'années après leur plus grand succès. Johnny Johnson, le pianiste de Chuck Berry, décide de porter l'affaire devant les tribunaux. Et il ne réclame pas seulement une reconnaissance, non, il veut une part des revenus sur des chansons qui ont littéralement changé la face du monde. Mais avant même de parler du procès, il faut prendre la mesure de l'enjeu. La musique dont on parle, ce n'est pas juste quelques tubes, c'est la fondation même du rock'n'roll, un son qui a traversé les frontières et les générations. Johnny Johnson disait avoir coécrit plus de 50 chansons avec Berry. Et attention, pas n'importe lesquelles. On parle de Roll Over Beethoven, de Sweet Little Sixteen, de rock and roll music. Ce sont de véritables hymnes, des morceaux qui ont défini toute une époque et qu'on entend encore partout aujourd'hui. Pour saisir l'impact, c'est simple. Il suffit de penser aux Beatles. Le plus grand groupe de l'histoire considérait la musique de Berry comme une de leurs influences majeures. Donc, si Johnson a vraiment coécrit ces chansons, ça veut dire qu'il a indirectement influencé les Beatles eux-mêmes. C'est énorme. Et ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Les Rolling Stones, autres piliers du rock, quand ils ont fait leur premier voyage aux États-Unis, ce n'était pas pour aller à New York ou LA. Non, ils sont allés directement à Chicago, chez Chess Records. Ils voulaient enregistrer là où ce son magique était né. C'est dire à quel point cette musique était importante. Bon, revenons à la bataille juridique. Parce qu'au-delà de la musique, il y a toute une histoire de contrats, de promesses, et surtout de temps. Et le temps, justement, est devenu le principal adversaire de Johnny Johnson. L'enjeu financier était absolument colossal. Johnson estimait qu'on lui devait la moitié des redevances, ce qui représentait des dizaines de millions de dollars. Ce n'était donc pas qu'une question de principe, mais aussi une question de fortune perdue. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut connaître un concept juridique clé, la prescription. En gros, c'est comme une date d'expiration sur le droit de porter plainte. Même si on a raison, si on attend trop longtemps, la porte du tribunal se ferme. C'est aussi simple que ça. Et là, on a vraiment deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, Johnson raconte une histoire très humaine. Il dit que Berry l'a manipulé, qui lui a fait croire qu'il n'avait droit qu'à un simple cachet de musicien. Il explique aussi que son alcoolisme l'a empêché de réaliser tout ça pendant des années. Et de l'autre côté, la défense de Berry est froide, purement technique. Il y a une loi, un délai de 3 ans, et ce délai est largement dépassé. Point. Alors, comment le tribunal a-t-il pu trancher entre cette histoire humaine poignante et la froideur de la loi ? Eh bien, le résultat est aussi fascinant que frustrant. Le verdict tombe en octobre 2002. Et c'est la douche froide pour Johnny Johnson. Il perd. Toutes ses demandes sont rejetées. La justice donne raison à Chuck Berry. Mais c'est la raison de cette décision qui rend toute cette affaire si particulière. Voilà, tout est là. Le tribunal dit noir sur blanc, attention, on ne se prononce pas sur le fond. On ne dit pas si Johnson a ou n'a pas coécrit les chansons. On dit simplement qu'il a attendu trop longtemps pour se manifester. La justice n'a pas voulu trancher la question créative, seulement la question de calendrier. Autrement dit, pour Johnny Johnson, l'héritage de toute une vie de musique s'est envolé. Pas parce qu'il n'a pas pu prouver sa contribution, mais à cause d'une simple date sur un calendrier. C'est une ironie absolument tragique. Mais l'histoire de Johnson n'est pas un cas isolé. C'est en fait le symptôme d'un problème bien plus large dans le droit d'auteur musical. Un problème qui révèle une vraie faille dans le système. On pourrait se dire que sa situation est exceptionnelle, mais la réponse, malheureusement, c'est non. Le système judiciaire lui-même semble ne pas savoir sur quel pied danser face à ce genre d'affaires.
Regardez ça, c'est assez parlant. On a 3 cas très similaires. Pour la chanson Let the Good Times Roll, la plaignante gagne et touche ses redevances. Par contre, pour Why Do Fools Fall in Love et Joy to the World, les plaignants perdent. La raison, leurs demandes ont été jugées trop tardives, exactement comme pour Johnny Johnson. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il n'y a pas de règle claire et unique. Selon l'état où le procès a lieu, la justice peut pencher d'un côté ou de l'autre. C'est fou de se dire que la géographie d'un tribunal peut décider de l'héritage d'un artiste. Ça crée une incertitude terrible et pour beaucoup, un vrai sentiment d'injustice. Et on termine avec cette question qui résume tout. Dans le monde de l'art, où une chanson peut devenir éternelle, est-ce que c'est juste qu'un simple délai puisse effacer complètement la contribution de celui ou celle qui l'a créée? C'est une question qui continue de hanter l'industrie de la musique et qui laisse dans l'ombre d'innombrables histoires qui, elles, attendent peut-être encore d'être entendues.